Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre diffusion du point de presse du CISAD de la semaine. Très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence où on était, nous, de notre côté, en gala, en direct de nos studios. Donc, on ne pouvait pas vous amener ce point de presse-là en direct la semaine dernière. Cependant, cette semaine, on est là. Et la fameuse question qui reviendra probablement dans ce point de presse cet après-midi, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour amener la zone jaune en Abitibi-Témiscamingue à 13 cas actifs, situation extrêmement stable en Abitibi-Témiscamingue depuis maintenant 2 semaines. On a posé la question textuellement aujourd'hui au ministre Dubé et au docteur Arruda. Qu'est-ce que ça prendra pour amener la zone jaune en Abitibi-Témiscamingue? Je vous laisse entendre la réponse du docteur Arruda. Ben, c'est des discussions qu'on a avec la directrice de santé publique. Là. Vous savez, les situations peuvent varier de façon importante en peu de temps. Des fois aussi, quand on abaisse trop rapidement, ça passe des signaux et là, il y a une recrudescence qui se fait. Mais c'est des discussions qu'on va faire avec le maintien de la stabilité, etc. Et l'analyse aussi des taux de positivité et aussi est-ce qu'il y a un risque de nouveaux variants. Mais c'est discuté. Inquiétez-vous pas. On veut que les régions qui performent bien soient aussi récompensées. Là, ça, c'est clair dans notre tête. Fort à parier, donc que c'est une question qui reviendra dans le point de presse de cet après-midi en direct avec le Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. On va parler de vaccination également cet après-midi, la vaccination qui va bon train en Abitibi-Témiscamingue et qui va prendre son envol au niveau de la population dans les prochaines semaines. Donc, ce qu'a annoncé le ministre Christian Dubé cet après-midi, c'est entre autres qu'à partir du 30 avril, ça le 30 avril, c'est demain, ce sont les 50 ans et plus qui pourront prendre leur rendez-vous. À partir du 3 mai, ce sont les 45 ans et plus. À partir du 5 mai, si vous avez 40 ans et plus. À partir du 7 mai, 35 ans et plus. 10 mai, 30 ans et plus. 12 mai, 25 ans et plus. Et 14 mai, 18 ans et plus. Bon. Si vous ne voulez pas vous mélanger à travers tout ça, les données sont disponibles sur notre site web, le mediaté.ca, dans le texte sur la vaccination et sur notre application Mediaté Plus que vous pouvez télécharger dès maintenant sur votre appareil mobile pour être au courant de l'ensemble des nouvelles en Abitibi-Témiscamingue le plus rapidement possible. On a mis ces données-là à cet endroit-là. On pourra également répondre, et là je regarde parce que j'ai vos questions, vos commentaires et tout ça juste ici avec moi. Donc si vous avez des questions tout au long de cette diffusion-là cet après-midi, ça va nous faire plaisir de vous lire et on va tenter de poser vos questions durant cette présentation-là de cet après-midi. Donc, vaccination, je le répète, à partir de demain, 50 ans et plus. Donc, les gens peuvent se rendre directement sur le québec.ca/vaccin COVID. Et il y a déjà des classes de personnes qui peuvent se rendre à cet endroit-là. Si vous êtes un travailleur considéré essentiel, si vous avez un surplus de poids, par exemple, et je vais donner mon exemple personnel puisque je suis allé me faire vacciner pas plus tard que cette fin de semaine du côté d'Amos en raison de mon IMC. Alors, il y en a qui pouvaient se poser la question, bon, c'est quoi l'IMC considéré comme surpoids? Bien, si vous avez une petite bédaine comme moi, si vous calculez votre IMC et que vous êtes au-dessus de 35, vous pouvez aller vous faire vacciner, donc prendre votre rendez-vous. Et il y a un paquet de raisons en ce moment qui peuvent vous permettre d'obtenir votre rendez-vous plus rapidement. Mais sinon, tout dépendamment de la tranche d'âge dans laquelle vous vous situez, vous pourrez très très prochainement obtenir un rendez-vous pour la vaccination. Ce qu'on nous a assuré dans le point de presse national cet après-midi, c'est qu'on avait le nombre de vaccins nécessaires pour vacciner tout le monde, une fois de plus, d'ici le 24 juin. Et là, on semblait très, très positif face à cette vaccination d'ici le 24 juin. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui soulevaient des doutes dans les dernières semaines par rapport à cette vaccination de toutes les personnes qui le désirent d'ici le 24 juin. Ben là, en fait, ça semble se dérouler rondement au Québec et le ministre Christian Dubé était très confiant de cela. Je regarde voir si vous avez des questions à travers tout ça. Vous êtes près de 200 avec nous cet après-midi. Point de presse du CISAT, on le rappelle, qui débute dans quelques secondes. Ça devrait débuter, ce point de presse du CISAT. Je vous rappelle également le lien pour vous rendre. Si jamais vous avez des symptômes de la COVID-19, vous vous rendez au covid19.quebec.ca pour obtenir votre rendez-vous de dépistage. Je rappelle la situation en Abitibi-Témiscamingue. 13 cas actifs, 7 du côté de Rouyn-Noranda.
0 au Témiscamingue. Félicitations. 0 hospitalisation également en Abitibi-Témiscamingue, selon le bilan qui a été fourni ce matin par la santé publique en Abitibi-Témiscamingue. On verra ce qu'il en est pour les conditions de passage à la zone jaune cet après-midi. L'avancement de la vaccination également, on aura une mise à jour là-dessus cet après-midi avec les responsables de la campagne de vaccination. Donc, on fera le point sur on en est où dans la situation. On sait que les températures chaudes, le soleil, on a le goût de sortir un peu. Est-ce qu'on pourra alléger ces mesures bientôt? C'est ce qu'on se pose tous comme question. Eh bien, on aura peut-être des pistes de solutions ou des pistes de réponses à ces questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans les commentaires si vous nous écoutez en direct sur Facebook. Si jamais vous nous écoutez en reprise à la télé sur Médiaté Télé, vous pouvez toujours nous écrire aux nouvelles avec un s@mediaté.ca ou encore via l'application Médiaté Plus. Il y a un petit bouton « Contactez-nous » sur l'application Médiaté Plus qui vous permet de nous envoyer même une photo avec votre message. Alors, on vous invite à utiliser ces outils-là si vous voulez nous contacter à chaque semaine et nous, on peut continuer de poser vos questions au CISAT la semaine qui suit, tout simplement. Alors, on attend ce point de presse qui devrait débuter dans quelques secondes, 15h01 à l'instant, et ça débute. Bonjour, mon nom est Sarah Charbonneau. Je vous souhaite la bienvenue au point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 29 avril. Comme à tous les jeudis, nous dresserons un état de situation de la campagne de vaccination COVID ainsi qu'un bilan épidémiologique. Pour ce faire, 4 porte-paroles sont présentes avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG, Mme Katia Châteauvert, directrice régionale de la campagne de vaccination COVID, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, puis Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Mme Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être avec vous en ce jeudi après-midi. Donc, quelques informations ou messages en rappel. Je vais d'abord faire référence aux différentes mesures qui sont appliquées pour notre population en contexte pandémique, actuellement aussi avec certaines mesures particulières appliquées pour notre région. Donc, rappel d'interdiction vraiment pour toute personne de l'extérieur de la région là, à se déplacer en région. Évidemment, il y a des exceptions. Donc, au sein du décret, il y a 8 exceptions qui correspondent à des raisons pour lesquelles les gens peuvent venir dans notre région. Et à partir du moment où ces raisons sont vraiment, ces motifs là, sont respectés, la règle d'isolement de 14 jours ne s'applique pas. Donc, sinon, pour tout autre déplacement, pour toute autre situation où une personne devra se retrouver au sein de notre région, un isolement de 14 jours est attendu et obligatoire imposé. Peut-être un lien là, direct avec l'arrivée attendue des étudiants qu'on a de notre région qui actuellement là, vont compléter leurs études universitaires ou même collégiales ou toute autre étude dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais la même règle s'applique. Donc, on a beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, parfois même des insatisfactions en lien avec l'application de la règle de déplacement, mais surtout en lien aussi avec l'application de la règle d'isolement qui suit l'arrivée de l'étudiant. Donc, c'est réellement important de respecter cette mesure. Dr Sobanjo pourra y faire référence davantage tout à l'heure. Puis, on comprend là, l'inconvénient que ça peut créer à partir du moment où il y a un déménagement de l'enfant, un déménagement pour lequel on a à se déplacer à Montréal ou dans une toute autre région pour rapporter l'étudiant ici. Mais oui, l'isolement de 14 jours s'applique à ce moment-là. Puis l'isolement de 14 jours s'applique pour la bulle familiale s'il y a des contacts qui sont faits puis que l'étudiant réside effectivement dans la bulle familiale. Donc, ils peuvent revenir, évidemment, on les attend, les étudiants. Ils vont contribuer d'ailleurs à notre région en la période estivale jusqu'au retour aux études, mais isolement de 14 jours. En lien avec la vaccination, vous aurez aussi un topo beaucoup plus complet. Vous allez constater qu'il y a effectivement encore là, un écart entre notre couverture vaccinale en région et les autres régions du Québec, mais tout ça va se rattraper. Vous allez le comprendre rapidement là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, évidemment, avec l'arrivée massive de vraiment plusieurs doses au niveau de Pfizer particulièrement et Moderna et d'autres vaccins qui vont s'ajouter. Donc, ça, c'est une belle nouvelle pour notre population. Belle nouvelle aussi qui a été confirmée avec une séquence là, qui s'en vient dans les prochaines semaines pour permettre à l'ensemble de notre population, par groupe d'âge, d'être vaccinée. Et oui, on va atteindre notre objectif. Au 24 juin, la population aura sa première dose là, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Je vais terminer en faisant quelques remerciements
Parce qu'en fait, là, on a bien senti cet engouement-là, puis l'engagement de l'ensemble de notre population et des partenaires à contribuer à cet exercice de vaccination massive pour notre population régionale. Exercice de vaccination massive qui prend tout son sens, là, puis le mot massive est bien pesé à partir du moment où dans l'ensemble de nos sites, pratiquement, on va vacciner maintenant dans les prochaines semaines, à partir des prochaines semaines, là, à 7 jours sur 7, sauf exception. Donc, c'est réellement très intense comme activité. Puis, on a vraiment des grands collaborateurs qui nous aident. Donc, vous le savez déjà, plusieurs pharmacies en région qui contribuent à cet exercice de vaccination. Merci. On a aussi des entreprises qui contribuent, soit par le prêt de personnel, le prêt de matériel ou toute autre façon. Et donc, on a 4 entreprises là, qui contribuent réellement à cet exercice de vaccination. Un grand merci. Évidemment, on est ouvert à accueillir toute autre offre, là, puis n'hésitez pas à nous contacter pour ce faire. Puis, les acteurs du secteur économique, donc des chambres de commerce ou des acteurs là, socio-économiques qui sont importants, qui s'assurent de relayer l'information, d'aller chercher aussi de la contribution. Donc, merci, c'est vraiment très apprécié. Sur ce, je reste disponible pour répondre à vos questions à la suite du point de presse. Merci beaucoup. Madame Châteauvert, je vous invite à poursuivre. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous en cette belle journée. Donc, un petit topo vraiment positif de la vaccination en Abitibi-Témiscamingue. Donc, actuellement, nos groupes prioritaires que nous sommes à procéder à la vaccination ou à la prise de rendez-vous, c'est dans le fond la clientèle de 60 ans et plus. Tout à l'heure, je vais vous présenter là, l'échéancier pour les prochaines tranches de clientèle qui vont être actualisées sur l'ensemble du Québec. Donc, nous avons aussi, depuis cette semaine, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, une déficience physique, un trouble du spectre de l'autisme, qui ont accès à la prise de rendez-vous pour la vaccination, incluant un proche aidant auprès de ces personnes qui sont, dans le fond, à raison de 3 jours par semaine auprès d'eux. Nous avons aussi les femmes enceintes qui ont été priorisées au niveau du Québec, là, qui sont présentement admissibles aussi à la vaccination. Nous avons toujours les travailleurs de la santé, phase 1 et phase 2 de notre établissement, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les entreprises privées qui avaient été visées. Nous avons aussi les travailleurs essentiels qui sont bien décrits là, sur le site québec.ca. Les personnes atteintes de maladies chroniques aussi, encore là, sur le site québec.ca, on a le descriptif de l'ensemble des maladies qui sont admissibles. Et dans les travailleurs essentiels, on a les travailleurs des organismes communautaires qui sont soutenus par le programme de soutien aux organismes communautaires PSOC. Donc, dans les 2 prochaines semaines, dans le fond, toute la population va être visée par la vaccination, la prise de rendez-vous. Donc, bonne nouvelle, vraiment très attendue par tous, nous incluant. Donc, à compter de demain, le 30 avril, comme vous voyez, les gens de 50 à 59 ans vont pouvoir prendre un rendez-vous. Et par la suite, là, le lundi, mercredi et vendredi des 2 prochaines semaines, va avoir un changement de catégorie de 5 ans. Donc, le 3 mai, 45 à 49, le 5, 40 à 44, le 7, 35 à 39. La semaine suivante, le 10 mai, 30 à 34, le 12 mai, 25 à 29 ans et le 14 mai, 18 à 24 ans. Actuellement, il y a vraiment beaucoup de plages disponibles et nous avons eu aussi là, des confirmations de vaccins qu'on vous présentera tout à l'heure qui va permettre d'ouvrir d'autres plages disponibles. À titre d'information aussi, cette semaine, dans le fond, on est à planifier. Nous avons fait de la vaccination en centre hospitalier. Dans 3 centres hospitaliers, donc il va y en avoir aussi la semaine prochaine. Les gens qui ont été vaccinés en centre hospitalier sont les personnes qui sont en attente d'hébergement, des personnes atteintes de maladies chroniques qui sont hospitalisées pour ces raisons et d'autres personnes qui étaient priorisées, dont des personnes de 60 ans là, qui étaient actuellement hospitalisées, qui désiraient le vaccin et qui n'avaient pas pu l'avoir. On a aussi devancé la 2e dose pour nos résidents de CHSLD pour l'ensemble de nos CHSLD en Abitibi-Témiscamingue. Le tout va se terminer le 5 mai prochain. Donc, l'ensemble de nos résidents vont avoir eu leur 2e dose. Tout à l'heure, Mme Roy a parlé de pharmacies communautaires. Nous avons 22 pharmacies communautaires en Abitibi-Témiscamingue qui contribuent aussi à la vaccination. Certains ont déjà eu leur journée de vaccination et d'autres, là, ça va venir.
Aussi, Mme Roy vous a parlé d'entreprises qui collaborent étroitement avec nous. Donc, je tiens à préciser, à vous nommer les 4 entreprises qui contribuent actuellement. Donc, on a la fonderie Horn, nous avons la mine Anico Eagle, la mine Eldorado Gold et la mine canadienne Malartic qui ont, dans le fond, contribué soit par du prêt de personnel ou du prêt d'équipement. Donc, je poursuivrai avec la livraison des vaccins que nous avons eu comme confirmation hier. Comparativement à ce qu'on vous a présenté la semaine dernière, je vais y aller avec les ajouts. Donc, dans la semaine du 10 mai, nous avons un ajout de 6 800 doses de Moderna et nous avons eu des ajouts pour les semaines du 31 mai et du 7 juin. Donc, on parle de 9 300 doses, 360 doses le 31 mai et 8 190 doses le 7 juin. Ces plages seront disponibles là, dans le fond dès lundi matin pour pouvoir offrir ces plages-là à la population et aux travailleurs. Donc, ça fait le tour des informations que j'avais à vous transmettre. Je vous remercie beaucoup. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Dr. Landry. Je vous laisse la parole. Oui, bon après-midi tout le monde. Merci une fois de plus de votre présence. Alors, je commencerai dans un premier temps par le bilan de la vaccination. Comme vous pouvez le constater, 45 021 personnes au total, qui représentent pour la première dose 29,6 % de notre population. Ce qui fait comme 75 % est pour la population générale, 16 % à travers de la santé et le reste se partage entre les CHSLD 2 %, RPA 5 % et ressources intermédiaires et type familial pour 2 % des doses. Lorsque vous voyez le portrait de ceux qui ont été vaccinés en bleu, les rendez-vous en orange, donc vous voyez qu'on atteint nos cibles là, pour la catégorie au-delà de 65 ans. Et quand on regarde les rendez-vous pris, à peu près tout ce qui est en orange, ça donne environ 15 000 rendez-vous. Puis ceux en gris, c'est ceux à venir pour atteindre la cible de 75 %. Vous voyez dans les catégories d'âge jusqu'à 20-29 ans qui est annoncé, les plages horaires vont s'ouvrir jusqu'à la mi-mai. Ça donne environ 34 000 personnes, ce qui fait avec ce que Mme Châteauvert nous a montré comme arrivage. C'est sûr que là-dedans, il va y avoir des deuxièmes doses, mais il reste qu'on est capable. Puis il y aura d'autres vaccins aussi qui vont arriver après juin, là, après la première semaine de juin, ce qui fait que ça nous permet assurément, comme Mme Roy le dit, de vacciner une première dose pour l'ensemble de notre population qui veut recevoir le vaccin. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà pour ça. Pour le reste des messages, bien, écoutez, plusieurs faits encourageants cette semaine pour la situation épidémiologique en Abitibi-Témiscamingue. Pour la deuxième fois cette semaine, il n'y a eu aucun cas de répertorié de COVID dans notre région. On n'a aucune hospitalisation depuis le 22 avril. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et comme vous le savez, nous avons réussi à contrôler très efficacement la transmission du variant sud-africain par le suivi, traçage des cas très serrés. Je tiens à remercier personnellement la population de l'Abitibi-Témiscamingue qui respecte rigoureusement les mesures sanitaires, les personnes qui suivent les consignes d'isolement de la santé publique. Comme vous le savez, un des critères les plus importants pour contrôler la pandémie, c'est l'adhésion de la population. C'est ce qui est vraiment déterminant pour contrôler cette pandémie-là. Je vous encourage, il faut garder le cap. D'ici 2 semaines, je vous annonce nous pourrons entrevoir vraiment un passage en zone jaune, comme en plus avec la vaccination qui va également s'accélérer. Toutes nos personnes âgées en CHSLD devraient être vaccinées, comme Mme Châteauvert l'a dit, d'ici le 5 mai. Ça aussi, ça nous aide. Donc, nous devons continuer à poursuivre nos efforts collectifs pour se protéger nos proches, ceux qu'on aime, qu'on a tous hâte de prendre dans nos bras. Ça s'en vient. Je tiens à rappeler l'interdiction de déplacement vers l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un outil supplémentaire pour protéger notre population. C'est une mesure qu'on a prise suite à l'importation, comme vous le savez, de cas de COVID en provenance de d'autres régions, dont entre autres, c'était du variant britannique.
Nous savons que c'est contraignant, mais encore une fois, on le fait pour protéger la santé de notre population et préserver les capacités de notre système de soins. La région ne peut se permettre une hausse de cas. Puis, comme vous savez, le premier ministre l'a dit cette semaine, le vent peut tourner rapidement dans une région. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment sur la Côte-Nord. On ne souhaiterait pas revenir en arrière. D'ailleurs, Dr. Sabanjo va vous présenter des détails de 3 régions qui nous ressemblent, dites éloignées. Donc, en conclusion, si le tout continue de bien aller, d'ici 2 semaines, nous pourrons ouvrir légèrement le robinet et passer en zone jaune. Et je vous remercie. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci, Dr. Landry. Dr. Sabanjo, je vous invite à compléter. J'ai un problème avec mon câble. Oui, bonjour. Bonjour. Êtes-vous en mesure d'ouvrir votre caméra, Dr. Sabanjo? Oh, j'ai un peu de difficulté, mais c'est ouvert, mais ça ne fonctionne pas. Bon. On vous entend très bien. OK, donc je vais y aller. Donc, pour compléter, le nombre de nouveaux cas qui a été déclaré dans la dernière journée, c'est 0. Mais dans la dernière semaine, nous avons eu un total de 8 nouveaux cas qui se sont ajoutés. Et le problème. Ouais. Donc, c'est une baisse significative parce que la semaine précédente, c'était 25 nouveaux cas qui s'étaient ajoutés. Donc, il y avait au moins un tiers du nombre de cas qu'on a eu la semaine précédente. Également, nous n'avons aucune hospitalisation. Maintenant, on est avec la COVID. Nous avons également constaté une baisse significative dans le nombre de cas actifs. Pour l'instant, nous avons 13 cas actifs, dont 7 se trouvent dans l'MSC de Rouyn-Noranda. Également, dans la dernière semaine, nous n'avons aucune nouvelle éclosion qui était confirmée et nous n'avons que 12 éclosions en cours actuellement. Donc, est-ce que tu pourrais partager, s'il te plaît, le diapo? Oui. Donc, je vais juste présenter quelques informations pour vous aider à mieux comprendre le raisonnement en arrière de nos décisions. Donc, j'ai eu plusieurs questions en lien avec pourquoi la Gaspésie a passé au Palais-Jean alors que la Abitibi-Témiscamingue ne l'a pas. Donc, vous pouvez voir ici, c'est des données qui ont été prises, qui sont disponibles sur le site de l'INSPQ. Donc, si on regarde la Gaspésie, l'augmentation significative, les bas bleus qu'on voit qui sont plus élevés, sont tous autour du mois d'octobre-novembre. Donc, à partir de janvier, on constate une diminution importante et on voit que pendant plusieurs semaines, entre le fin janvier, février, presque tout le mois de février, c'est très, très, très faible le nombre de cas qui a été enregistrés par semaine dans cette région. Et au mois de mars, il y en avait, mais c'était très faible aussi. Et on voit que la flèche rouge, c'est la date, le 26 mars, la semaine dans laquelle ils ont passé au palier jeune. Et on voit que oui, ils ont eu une augmentation tout de suite après, mais ils ont réussi à le contrôler pour démarrer au palier jeune. Lorsqu'on regarde une autre région, la Côte-Nord, on voit que la Côte-Nord n'avait pas eu beaucoup de cas aussi au mois de janvier, mais il y a eu une poussée, mais ils ont réussi également à le contrôler. Plupart du mois de février et mars, il y en avait presque, donc pendant plusieurs semaines, il y en avait très, très peu de cas par semaine. Ils ont passé également au Palais Jeune en même temps que Gaspésie le 26 mars, mais tout de suite, ils ont connu une augmentation importante du nombre de cas qui a fait qu'ils ont changé de couleur tout de suite pour pas longtemps après pour Palais Orange. Voici le graphique, la tendance pour la même période pour l'Abitibi-Témiscamingue. Nous, au mois de décembre, on était correct, mais au mois de janvier, avec l'introduction de variants sud-africains, nous avons eu beaucoup de cas, on a eu beaucoup d'efforts pour le contrôler, mais on n'a jamais eu autant de contrôle que les 2 autres régions ont connu. Toutefois, pour la première fois, la dernière partie de graphique, on voit qu'il y a très peu de cas. Donc, ça, c'est une semaine qui vient de terminer. Donc, c'est la première semaine pour laquelle on pourrait dire vraiment qu'on a un très bon contrôle. Et c'est important, on doit apprendre de nos... Tu peux passer au prochain diapo, s'il te plaît?
on doit apprendre de notre voisin Côte-Nord parce que vous voyez ici, nous, à chaque fois qu'on essaye, c'est un graphique qui représente nos cas depuis le 1er janvier jusqu'au 12 avril. À chaque fois qu'on réussit à baisser le nombre de cas, tout de suite, pas longtemps après, il y a une éclosion. Donc, on travaille très fort. Tout le mois de février, on a travaillé fort. Début mars, même chose. Mais encore une fois, avril, on a eu une autre augmentation de cas. Donc, c'est très apprécié, tous les efforts qui ont été mis. Et là où on est maintenant, mais il va falloir qu'on continue à travailler et qu'on s'assure que si on fait un changement de palier, ça ne va pas être pour changer tout de suite après. C'est pour ça que c'est important, toutes les consignes, de bien respecter les consignes d'isolement de 14 jours pour les étudiants qui reviennent en région. C'est aussi important que ceux qui vont les aider pour déménager, parce que quand tu déménages quelqu'un et vous passez beaucoup de temps dans le véhicule et tout, si la personne est dans une phase contagieuse que vous ne le savez pas, c'est sûr que le risque, c'est là pour vous autres aussi. Donc, c'est important parce que nous, lorsqu'on reçoit un résultat, 2 jours, il faut reculer 2 jours avant. Donc, si vous arrivez en Abitibi et le lendemain, votre enfant commence à avoir des symptômes et passe un test et reçoit un résultat positif, toutes les personnes qui ont été en contact dans les dernières 48 heures vont devoir être en isolement. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la chance. C'est important de pouvoir garder ce qu'on a réussi à gagner en Abitibi-Témiscamingue. Une autre raison aussi pour laquelle ceux qui vont déplacer, premièrement, c'est pour ça qu'on a l'interdiction de déplacement, mais aussi c'est pour ça que ceux qui regagnent leur résidence principale en région doivent également respecter un isolement de 14 jours parce que ça leur laisse le temps de développer des symptômes s'ils ont été exposés et de pouvoir passer un test sans avoir à reprendre toutes leurs activités au sein de la communauté. Dernier élément à se rappeler, c'est que si on regarde sur le site de l'INSPQ également, dans les dernières semaines, on a connu une baisse significative des taux de nos cas positifs qui sont liés ou associés présomptivement aux variants. Il y a 2 jours, c'était 27%. Mais dans les cas qu'on a eu, les taux de 8 cas qu'on a eu dans les dernières semaines, c'est tous 100% liés aux variants. Et c'est des variants qui ont été importés dans notre région. Donc, on doit garder ce qu'on a et c'est ensemble qu'on va y arriver si on veut passer au palier jaune et si on veut garder la stabilité lorsqu'on va se rendre dans un palier jaune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous en sommes à la période de questions. Première question, M. François Munger, Médiaté. Selon les informations qu'on a obtenues, les élus ont demandé le passage au palier jaune. Là, on nous dit, bon, on attend encore 2 semaines. Pourquoi 2 semaines encore, alors que ça fait quand même 2 semaines où c'est relativement stable? Est-ce que c'est pas qu'on a peur que le retour des étudiants, ça parte en peur? C'est pas qu'on a peur, mais on ne veut pas que le retour des étudiants se pacte en bas. Parce que vous pouvez voir aussi les 3 régions qui ont dû faire recours aux mesures d'urgence. C'était pas longtemps après qu'ils ont changé de palier d'alerte également. Donc, on doit apprendre des expériences des autres pour pas le refaire nous-mêmes. On pense que notre population respecte les mesures et il suit les consignes sanitaires. Mais le retour des étudiants va nous mettre à l'épreuve et ça va nous permettre de pouvoir savoir si c'est bien ça ou pas. Parce que si c'est le respect des consignes au cours des prochaines semaines qui va déterminer. Parce que si déjà la semaine prochaine, ça pacte en faux, c'est sûr qu'on va oublier l'idée de passer en autre palier d'alerte. Donc, si je comprends bien, le retour au palier jaune dépend de ce qui se passe avec le retour des étudiants. Entre autres, ça dépend de ce qui va se passer au cours de 2 prochaines semaines. Si on est capable de garder la stabilité. Comme je vous ai mentionné, depuis début janvier, on travaille fort d'avoir une stabilité, d'avoir une semaine, 7 jours en ligne pour lesquels on a des très peu de nombre de cas. On n'a pas arrivé. À chaque fois qu'on arrive avec moins de 5 cas, 3-4 jours après, ça monte encore. Donc, on veut au moins garder le seuil de nombre de cas à moins de 5 par jour pendant une période soutenue. Comme ça, on va pouvoir dire clairement que le virus circule peu chez nous. Et les gens qui arrivent respectent des consignes lorsqu'ils sont chez nous.
Merci. Prochaine question. Dr. Landry. Simplement, en complément, c'est qu'on demande habituellement une période de stabilité d'1 mois avant de changer de palier. Fait, comme vous avez parlé de 2 semaines, c'est pour ça qu'on se donne un autre 2 semaines. Puis en plus, ça donne avec l'arrivée des étudiants. Alors, c'est tout simplement pour préciser. Merci pour ce complément. Madame Luneau, je vous laisse adresser votre question. Oui, je poursuivrai là-dessus parce que c'est effectivement le sujet de l'heure. Docteur Landry, vous avez parlé de l'importance de l'adhésion des gens aux mesures pour que ce soit un succès. On est sur une ligne fine parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont impatients puis qui décident de ne plus suivre les mesures. Est-ce que vous craignez une baisse de l'adhésion en ne changeant pas de palier, justement? J'ose espérer qu'en annonçant que si le tout se maintient d'ici 2 semaines, encore pour 2 semaines, qu'on va avoir notre palier jaune. Puis je pense que ça sera bien mérité. Puis on a aussi hâte que tout le monde. Nous aussi, nous vivons dans la région. Nous avons des amis, des enfants, des petits-enfants. On a tous bien hâte, mais on fait confiance à la population. On espère qu'ils vont continuer. C'est sûr que ça peut représenter un risque, mais à date, c'est pas ce qu'on voit. En tout cas, on espère que ça va continuer de la sorte. Là. On demande encore un autre 2 semaines. Là. Merci pour la question. Merci. Prochaine question, M. Charles Laferrière. Oui, annonce, question concernant l'ouverture pour les vaccins selon les âges. Est-ce qu'on décale des fois 2 jours selon les différents âges pour pas engorger le site web pour prendre un rendez-vous Clic Santé? Est-ce que c'est une des raisons qui explique pourquoi on n'ouvre pas tout en même temps? En fait, on n'a pas les explications précises, mais c'est sûr que on l'a vu dans les dernières ouvertures, quand il y avait beaucoup de personnes en même temps sur la ligne, il y a eu des difficultés. Puis, je trouve que quand même, l'orientation aux 2 jours, ça donne un petit délai avant de réouvrir à une nouvelle clientèle. Puis, toutes les fois que nous avons ouvert une clientèle, on avait vraiment un boom pendant 2 jours d'appels ou d'inscriptions sur Clic Santé. Donc, c'est probablement effectivement là, une des raisons qui explique là, la décision. Merci. Prochaine question. Madame Lily Mercure. Oui, bonjour. Probablement une question pour Dr. Sobanjo. Donc, sur les 13 cas actifs, êtes-vous en mesure de dire lesquels sont issus du variant sud-africain, lesquels sont issus du variant britannique? Merci pour votre question. Vous savez que pour le variant sud-africain, il faut attendre les séquençages. Donc, les résultats que j'ai, quand on a des résultats de criblage et on est capable de confirmer d'emblée quel type de variant s'agit-il, c'est surtout pour le variant anglais. Donc, je peux vous confirmer que 6 de nos cas actifs sont liés au variant anglais. Mais pour le reste, je ne peux pas vous en dire. Merci. Une question du public maintenant. Plusieurs chasseurs qui résident à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue veulent savoir s'ils sont autorisés à venir en région pour faire les préparatifs pour la chasse. Donc, dans le décret, il y a la condition qui permet. Donc, s'ils ont un camp de chasse chez nous, ils peuvent venir préparer leur camp de chasse et retourner. Donc, il y a une exemption, une condition qui permet de se rendre directement au camp de chasse, faire des préparations aux autres camps qu'ils ont et le faire et retourner. Mais si le camp de chasse ne s'appartient pas à eux, ils ne peuvent pas venir pour l'instant. Merci. Monsieur Munger, je vous invite à adresser une deuxième question. Oui, je vais faire du pouce sur la pêche, en fait, puisque la question nous a été posée cet après-midi. En bateau, c'est quoi la règle en ce moment? Est-ce que c'est une seule bulle familiale ou c'est considéré comme un endroit extérieur? Comment c'est considéré en bateau, plus précisément? Donc, en bateau, c'est de boule familiale parce que ce n'est pas assez gros pour maintenir la distance de 2 mètres et on ne garde pas le masque parce qu'on ne veut pas prendre la chance qu'il y aura un problème de noyade. Donc, c'est boule familiale. Si le 2 mètres ne peut pas être respecté, ça dépend de quel type de bateau, bien évidemment, mais pas plus qu'une boule, c'est plus facile à respecter le 2 mètres dans ce cas-là.
Merci. Madame Luneau. Oui, je voulais parler de vaccination. Vous parliez, Madame Châteauvert, là, quand on ouvrait les plages, tout ça. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse des groupes prioritaires? Je pense aux travailleurs essentiels, aux gens qui ont des maladies chroniques. Est-ce que vous êtes satisfait des inscriptions ou vous auriez pensé ou espéré qu'on en aurait plus? Bonjour, merci pour votre question. En fait, oui, on est satisfait de l'adhérence de la population en général, mais je vous dirais que de façon majoritaire sur l'ensemble du Québec, on croyait dans le fond une augmentation plus importante lorsqu'on a eu l'ouverture des personnes atteintes de maladies chroniques. C'est certain qu'aussi ces personnes-là ont accès à la vaccination en pharmacie communautaire. Donc, ces gens-là, nous, on ne les voit pas nécessairement. Mais de façon majoritaire, depuis le début de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue, notre population répond très, très bien. Donc, on est très satisfait. Merci. Madame Mercure. Oui, donc probablement une question pour Madame Châteauvert. Vous avez parlé de vaccination, de les plages horaires qui vont s'ouvrir, la prise de rendez-vous, en fait, qui va s'ouvrir dans les 2 prochaines semaines. Mais c'est à partir de quand les gens vont, le moment entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, c'est quoi le délai, en fait, pour les gens? Donc, merci pour votre question. Je peux vous dire que nous avons des plages disponibles ce week-end. Donc, on est très content que l'ouverture se fait demain matin pour les 50 ans. Donc, il y a des plages actuellement disponibles pour l'ensemble du mois de mai. C'est sûr qu'on va en ajouter avec les arrivages que je vous ai parlé tout à l'heure vers la fin mai. Mais actuellement, dès ce week-end, il y a des plages disponibles ou la semaine prochaine. C'est sûr que ce n'est pas ce week-end dans tous les points de service. Par contre, nous avons actuellement vraiment beaucoup de plages disponibles assez rapidement. Merci, M. Munger. Oui, pardonnez-moi, j'avais quelques petits problèmes avec notre micro. Je veux qu'on parle un peu de chiffres. On parlait du 5 cas par jour qui était notre limite pour passer peut-être au jaune. On n'a toujours aucune hospitalisation depuis plusieurs jours. Là, on parlait du 22 avril. Elle est où la marge en région? Là? Ça a l'air de quoi? Là? Peut-être que vous pourriez préciser la marge par rapport à quel enjeu? On sent qu'on veut pas trop ouvrir pour pas trop avoir de cas. Au national, on nous parle du chiffre à regarder qui est le chiffre des hospitalisations. Ça se reflète pas en Abitibi-Témiscamingue. On n'a pratiquement pas de cas en ce moment. Elle est où la marge? Il est où le chiffre? Qu'est-ce qu'on doit absolument surveiller? On nous parle de 5 cas par jour. Là. Donc, je vais débuter parce que c'est moi qui ai parlé des 5 cas par jour. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Comme on a toujours dit, il y a plusieurs facteurs. Le nombre de cas par jour, on étonne parce que si on parle, mettons, on dit 5 cas par jour, ça peut arriver vite à 35 cas par semaine. Et si on cumule ça, le nombre de cas actifs va bondir tranquillement. Et si on a 35 cas par semaine, il faut aussi voir combien de contacts chacun de ces cas ont. C'est-à-dire si un cas a 5 à 8 contacts chacun. Donc, ça aussi, c'est si on a 50 journées, et chaque personne a 5 à 8 contacts, ça peut aller à 40 personnes à appeler dans une journée. Il faut aussi regarder la capacité de l'équipe de santé publique de pouvoir faire le traçage de tous ces cas et leurs contacts. Il faut aussi voir, est-ce qu'on sait d'où vient? Donc, un autre facteur à considérer, c'est le pourcentage des cas pour lesquels on peut expliquer leur source d'exposition. Si les cas sortent, donc si on a 5 cas tous les jours qui continuent à sortir et ils ne sont pas liés à un autre cas déjà déclaré, ça c'est plus préoccupant. Donc, on va arriver rapidement à un endroit, à une place où la santé publique sera débordée. Un autre élément à considérer, c'est aussi le nombre d'éclosions. Parce que si on a une éclosion, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été exposées. Donc, ça dépend de quel type d'éclosion également. Donc, si on a, des fois, on a 2 ou 3 éclosions, mais ce sont des éclosions pour lesquelles nous enregistrons moins de 5 cas et pour lesquelles on peut facilement expliquer comment l'exposition a eu lieu. Alors que si on a une éclosion qui est liée à une activité ou à un événement et pour lesquels il y avait au moins 50 personnes qui étaient présentes, c'est un autre type de gestion. Donc,
il y a plusieurs facteurs qui vont être considérés par la santé publique. Le nombre de cas, la capacité de traçage, le nombre de contacts par personne, le nombre des éclosions, quel type des éclosions, l'ampleur d'éclosions, quel type de contexte, en tout ça. Aussi, il faut parler de capacité hospitalière. Donc, l'hospitalisation en fait partie, mais il y a plein d'autres facteurs aussi à prendre en considération. Merci beaucoup pour cette réponse. Madame Luneau. Oui, je vais m'éloigner un petit peu, même si, bon, tout est lié. Pour parler de pénurie de main-d'œuvre, on sait qu'entre autres, la rupture en obstétrique commence aujourd'hui à Ville-Marie. On a vu ce mouvement de femmes. Il y a des manifestations aussi de vos professionnels. Certains réclament des primes d'éloignement, entre autres. La question s'adresse principalement à Mme Roy pour attirer plus de professionnels. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'avoir des primes d'éloignement dans la région? Et peut-être deuxième question, où est-ce qu'on en est dans notre organisation du travail pour l'obstétrique à Ville-Marie? Bonjour. En fait, vous avez raison, hein, tout est lié, effectivement. Puis quand on parle de pandémie également, avec les différents éléments à considérer, bien, la précarité de notre réseau actuel doit être considérée, évidemment, dans les éléments qui font en sorte qu'on prend une décision ou une autre là, par rapport à la pandémie ou les mesures qui sont appliquées. En lien avec la situation d'obstétrique ou de façon plus largement, là, quelles sont les solutions qui pourraient faire la différence pour le recrutement en région, bien, toutes solutions doivent être explorées. Puis, c'est vraiment de cette façon-là aussi que mes échanges se portent là, avec les équipes sous-ministérielles ou le ministère directement, à dire, bien, voici notre réalité. Puis maintenant, bien, c'est sûr qu'il nous faut des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ça, on y travaille pour bonifier même l'accès à la formation en région, la possibilité de former davantage d'infirmières, notamment en région, mais d'autres types d'emplois aussi. Sinon, à court terme, ça peut prendre différentes formes. Est-ce que ce sera des primes? Est-ce que ça peut prendre la forme de forfait d'installation, de bourses pour des étudiants? Donc, il y a différents éléments qui doivent être regardés pour s'assurer aussi que ce soit structurant, parce que l'objectif n'est pas d'avoir des gens qui vont venir ici s'installer pour une courte période de temps, puis par la suite vouloir aller travailler ailleurs. Donc, l'important, c'est d'avoir des éléments qui nous donnent maintenant des leviers pour être capable d'avoir un recrutement suffisant à court terme, parce qu'à moyen terme, ce qu'on sait et ce qu'on nomme, c'est qu'on souhaite réduire la main-d'œuvre indépendante. Mais pour ce faire, il faut avoir des employés en quantité suffisante. Puis, à plus long terme, bien, je vise une plus grande autonomie de formation en région. Quant à l'organisation du travail maintenant, bien évidemment, à partir du moment où on a les ressources suffisantes dans le secteur de Ville-Marie, mais c'est la même réalité là, pour tous les secteurs, ça nous prend un bassin d'employés suffisant, mais également qualifié au niveau des services obstétriques là, et suffisamment exposé aussi en obstétrique pour être capable de maintenir la compétence et un service de qualité sécuritaire. Donc, tout n'est pas qu'une question de nombre, mais également de qualification au niveau de la main-d'œuvre. Donc, dès maintenant, à partir du moment où on aura un nombre suffisant pour être capable même de qualifier, de former de la main-d'œuvre en obstétrique, bien, on s'assure de le faire. Ce qu'on sait dans les prochaines semaines, c'est qu'on espère bien recevoir de nouveau une main-d'œuvre indépendante qualifiée en obstétrique. Les actions vont en ce sens-là aussi. Et on aura fort probablement soit des retours, soit puis on aura peut-être malheureusement d'autres absences. Donc, tout ça va nous permettre, là, en temps réel, dans les prochaines semaines, d'informer la population, puis d'être capable d'annoncer dans les meilleurs délais possibles, et c'est vraiment ce que je souhaite, la réouverture du service d'obstétrique là, à Ville-Marie. Merci. Monsieur Muncher? Oui. En fait, je ne m'attends pas à une réponse aujourd'hui, à moins qu'on ait déjà le graphique. J'aimerais ça qu'on puisse dresser peut-être un portrait pandémique. On a fait l'exercice un peu plus tôt dans les autres vagues. Peut-être nous parler de, qui est malade dans cette pandémie-là, combien de pourcentage étaient des asymptomatiques, des trucs comme ça, qu'on puisse nous donner quelques statistiques, quelques chiffres sur cette pandémie-là. Justement, merci pour votre question. Nous allons vous préparer un tel portrait parce que justement, aujourd'hui, nous avons reçu des informations que la IPN n'explique pas ajouter ces données en conséquence pour montrer la troisième vague. Donc, ça va faire un bon changement pour nous en changeant notre façon de faire, mais également, on va pouvoir donner un portrait de la vague et le début de troisième vague. Alors, merci. Je ne vois plus d'autres questions. Donc, ça mettrait fin au point de presse du jour. Merci encore une fois à nos porte-paroles. Merci aux représentants des médias, à la population qui est à l'écoute. Alors, bonne journée à tous et au plaisir. Bonne journée. Merci. Alors,
voilà ce qui conclut ce point de presse du CISAD pour aujourd'hui. Encore 2 semaines, au moins, où on a besoin d'une stabilité avant cette fameuse zone jaune, ou du moins des allègements de mesures. C'est ce qu'on nous dit au niveau du CISAD. On me dit, j'ai des sources qui me disaient que, on surveillait beaucoup cette arrivée des étudiants qui semblaient stresser un peu le CISAD, à savoir si, il y allait avoir des cas qui allaient suivre ce retour des étudiants. C'est ce qui semble être une partie de la réponse du pourquoi on nous demande encore 2 semaines de stabilité. Alors là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouvera pour un autre point de presse jeudi prochain. Là-dessus, bonne fin de journée.